À 19h20, Bel été sur France 3. Bonjour à tous, bienvenue dans les Alpes. Tout de suite, les titres de votre journal. C'est un fait assez rare. Les maîtres nageurs de la piscine municipale de la Tronche, près de Grenoble, ont exercé leur droit de retrait. C'est plutôt réservé aux agents qui travaillent dans les transports en commun. Une décision liée aux incivilités qui se multiplient au sein de cette piscine, qui est donc fermée aujourd'hui au public. Toute cette semaine, nous vous proposerons de découvrir notre série d'été consacrée aux gueules de marché. Ce sont ces producteurs que l'on voit chaque semaine sur les marchés, notamment celui de l'Estacade à Grenoble. Portrait dans ce journal d'une famille savoyarde passionnée par la production des fromages de chèvre. Enfin, un mot de votre météo et c'est encore du beau soleil cet après-midi. La chaleur est comparable à celle d'hier et reste bien estivale avec des valeurs allant de 28 à 32 degrés en pleine. On connaissait le droit de retrait des chauffeurs de bus ou tram, par exemple, lorsqu'ils sont victimes d'actes de violence. Eh bien, le droit de retrait s'exerce aussi dans les piscines. La preuve à la Tronche, près de Grenoble. Les agents et notamment les maîtres nageurs ont cessé le travail aujourd'hui. Ils en ont ras-le-bol des incivilités qui se multiplient. Hier, une bagarre entre plusieurs personnes a même nécessité l'intervention des forces de l'ordre. Je vous propose d'écouter le maire de la Tronche, Bertrand Spindler. Il va débloquer des moyens supplémentaires. On l'écoute. Nous avons pris des dispositions pour renforcer la sécurité à l'entrée et sur les bassins, puisqu'il y avait un certain nombre de personnes qui venaient ici pour faire leur loi. Donc la piscine, il y a un règlement intérieur et c'est ce règlement intérieur qui doit être respecté. Il y avait un vigile qui venait que l'après-midi. Il y aura 2 vigiles qui seront en permanence depuis l'ouverture jusqu'à la fermeture. Donc 2 vigiles, plus les tournées de la police municipale, plus on va aussi contacter la police nationale pour renforcer et raccourcir les délais d'intervention. En Isère, toujours cette information à lire sur notre site internet France 3 Alpes. La ligne E du tramway de l'agglomération grenobloise va enfin jusqu'au Fontanil-Cornillon. Et ce depuis ce matin. Le premier tronçon reliait déjà Grenoble à Saint-Martin-le-Vinoux. 2 arrêts supplémentaires sont donc désormais opérationnels. Au total, 45 000 clients par jour sont attendus sur les 13 rames de cette ligne E. Cette semaine, notre série d'été vous emmène à la rencontre des producteurs locaux que l'on peut voir notamment au marché de l'Estacade à Grenoble, où ils vendent leurs produits de qualité. Tous, vous allez le voir, ont en commun un amour profond de leur métier. Premier numéro consacré à Laurent, producteur savoyard de fromage de chèvre aux côtés de ses parents. Reportage Marie Méchelier, Yves-Marie Glo, montage Sophie Villatte. Sous les rails du chemin de fer, le marché de l'Estacade. Rendez-vous des lève-tôt et des couche-tard, des senteurs et des saveurs. Parmi les producteurs locaux de fruits ou légumes de saison, de noix ou de miel de montagne, il y a Laurent, 40 ans, fabricant de fromage de chèvre, et derrière lui, toute sa famille. Le jour se lève sur les échelles, dans l'avant-pays savoyard. Un petite biquette. Un des petites biquettes. Au début, on a commencé avec 50 chèvres. Il y a une bonne vingtaine d'années. Mon père, quand il a démarré, quoi. Après, on a eu des vaches, on a arrêté les vaches. Et après, là, les chèvres, on a augmenté un peu le troupeau, quoi. Hein, mes petites biquettes. Une centaine de chèvres et de chevrettes, des chamoisées, quelques blanches. Allez, biquette, viens vite. Toutes destinées à produire du lait. Chaque matin, c'est la traite, aux côtés de son père Yvon, qui a fait naître l'exploitation. Je suis né derrière les vaches, derrière les chèvres, puisque mes parents avaient déjà ça, mes grands-parents avaient déjà ça aussi. Donc, mais à mon compte, les chèvres, ça fait déjà 25 ans. C'est dans la peau, ça. Quand on fait ce métier-là, il faut que ce soit une passion. Sinon, si c'est pas une passion, il vaut mieux arrêter. Oh, je ne vais pas prendre ma retraite maintenant, mais je pourrais la prendre si je veux, mais bon, je suis pas prêt, quoi. Non, pas du tout. Une passion exigeante, distillée en famille jusqu'au plus petit. Des heures et des heures de travail, quelques jours de vacances par an seulement. Le plaisir, nous assure-t-il, est ici à la ferme, au milieu du troupeau. Allez, hop, on y va. Ou dans la fromagerie. Non, non, hop, tu vas. Il faut qu'on soit tous bien synchronisés. Le lait, c'est très fragile. Le lait est un produit qui est, s'il n'est pas pris au démarrage bien comme il faut, c'est foutu. Là, je vais décailler. C'est-à-dire, je coupe en petits morceaux le caillé pour qu'il soit plus faire des tomes et que ce soit plus facile à égoutter, que ce soit plus facile pour l'affinage.
faut qu'ils ressemblent à un grain de maïs un petit peu, qui sont un peu fermes. Et là, c'est une pâte cuite. Là, il est super bien. Là. La fabrication des tomes et des tomates pour les hommes de la famille, les fromages frais et les faisselles pour les femmes. Là, c'est vraiment du cahier de mes biquettes. De la fierté, beaucoup d'amour du métier aussi. Un travail tous ensemble tout le temps, en famille, comme une évidence. Je suis née dedans. Quand j'étais bébé, ma maman elle me mettait dans le camion et on jouait avec les poupées, avec mon frère, et voilà, on était sur le marché. On travaille en famille parce qu'on est ensemble. Mais des fois, il y a un petit peu des petites guéguerres, des petites disputes, parce qu'il y a le conflit de génération. Mais le lendemain, c'est terminé. Hein. Et puis maman, elle est là pour ça. Des gestes maîtrisés, de la traite jusqu'au produit fini, le secret de fabrication des rossets cahiers, père, mère, fille et fils. Ici, tout est là, la propreté, la qualité, le sérieux, si on s'occupe bien des bêtes, on a du bon lait veut dire du bon fromage. Après, vous connaissez la suite, quoi. Biquette. Du goût du vrai, dispensé chaque semaine sur 6 marchés différents. L'Estacade ou les Halles de Grenoble, Pont-de-Claix, La Motte-Servolex ou Chambéry. Voilà, et demain, nous irons à la rencontre de l'un des doyens du marché de l'Estacade à Grenoble. Il s'agira de Bernard, producteur de noix. Allez, direction la Haute-Savoie à présent. Vous le savez, Chamonix est la capitale de l'Ultra Trail, ces courses interminables à travers la montagne. Eh bien, Chamonix s'est aussi mise à l'Ultra Golf, une épreuve de longue haleine à travers les greens. C'est la 6e édition et visiblement s'appelait À tout le monde. Grégory Lespinasse et Bertrand Tangue. Un parcours aux allures de marathon. L'endroit fait rêver, mais les courbatures, elles, sont bien là. La partie a commencé à 9h ce matin. Voilà. C'est un peu long, mais c'est sympa, il fait beau, il fait frais. On a nos partenaires qui sont sympas. Mon collègue de jeu joue très bien et moi je joue comme une patate, donc tout va bien. Qui a dit que le golf n'était pas un sport? Pas eux en tout cas. Pendant 2 jours, ils enchaînent les parcours. 25 équipes de 2. Au pied du Mont Blanc, forcément, le golf devient de l'ultra-golf. Une compétition où les sportifs avalent 30 à 40 km sur le green. La notion de golfeur pépère donc a longtemps transité dans les esprits. C'était la petite voiture, c'était le petit parcours. Alors que les gens, je pense que le golf a évolué en même temps que la société. C'est-à-dire que les gens fréquentent les salles de sport, les gens veulent aller jusqu'au bout d'eux-mêmes, veulent voir jusqu'où leur corps peut les mener. Et pour une 50aine d'entre eux, donc leur corps physique les ont amenés jusqu'à Chamonix. 54 trous en 2 jours, de quoi effrayer les plus hardis. Et pourtant, tous en redemandent. Logiquement, l'ultra-golf, on ne fait que du golf toute la journée. Mais le cadre est tellement magnifique, en fait, on a envie de rester 18 trous de plus. On devrait le faire plus souvent et cette formule de jeu est très intéressante parce qu'on a un score ridicule. Mais on reviendra. Un brin ludique, la compétition reste la compétition. À 1000 mètres d'altitude, le Mont Blanc donne des ailes et les marathoniens des Greens seront là pour la prochaine édition, ça c'est sûr. Direction Valloire à présent en Savoie pour découvrir un concours plutôt original. Il s'agit d'un concours de sculpture réalisé notamment avec de la paille. Les artistes viennent d'un peu partout dans le monde et ont eu peu de temps pour réaliser leurs œuvres. 6 jours au total. Reportage Faiza Garel, Nathalie Rapuc. Sous le regard du cyclope, vainqueur de l'an passé, une dizaine de sculptures façonnées en quelques jours. Du cheval de Troie au kangourou, chacune reflète l'univers des artistes qui ont participé au concours. À leur disposition, 1,5 tonne de paille et de foin, quelques rouleaux de fil de fer et des clous. On a des sculptures qui font 6 mètres de haut, qui sont monumentales, qui sont gigantesques. C'est ce qui est le plus compliqué, de pouvoir visualiser l'œuvre terminée quand on est à 4 pattes par terre sur 4 bouts de bois. C'est dur de faire des si grandes sculptures en si peu de temps. Ah oui, parce qu'ils ont commencé que mardi, mais ça demande quand même beaucoup d'agilité, surtout le matériau est quand même difficile à manipuler. Ce défi a stimulé l'imagination de Sébastien et Sabina, un duo québécois qui a mis en scène le dernier Gigantopithèque, le plus grand primate que la Terre ait porté. Avec ce concours, Valloire, la petite station de montagne qui a fait la notoriété des sculptures sur neige, expérimente une fois de plus sur l'art éphémère.
En fait, j'aime beaucoup travailler avec l'éphémère parce que c'est un moment, ça a une âme qui est différente, l'éphémère, en fait. Je sais pas comment le décrire. Bien, c'est ça, c'est dans l'instantané, dans la spontanéité, dans le moment présent. Mais ça dure quand même assez longtemps. Par rapport à la neige, là, les gens vont pouvoir les voir quand même pendant plusieurs mois. Car si le jury décerne son prix ce soir, toutes les sculptures resteront sur place au moins tout l'été, tant que le vent et la pluie n'auront pas tout emporté. On termine ce journal en musique avec la première édition du Vercors Music Festival qui s'est déroulé ce week-end à Autran avec la présence de nombreux artistes dont Yael Naïm, Damien Borelli et Dominique Bourget. Ambiance champêtre au cœur du plateau de Gève. Sur la petite scène découverte, la jeune Suédoise Eskelina achève son set. Depuis 3 jours, le public découvre une multitude d'esthétiques musicales dans le petit cocon montagnard d'Autran. On était assez surpris de voir un festival comme ça s'implanter ici. C'est vrai que pour le village et même pour le Vercors, c'est vraiment un bon atout, je pense. Grâce à l'appui financier de la Spédidam, l'association qui gère les droits des artistes, le festival a pu s'offrir de belles têtes d'affiche. Venus présenter leur nouvel album Holder, Yael Naïm et David Donatien ont savouré cette première édition. On est bien accueillis, il y a quelque chose de frais, d'excitant un peu dans l'accueil et puis le lieu est juste sublime. Hier soir, l'artiste franco-israélienne et ses musiciens ont emmené les fans comme les néophytes dans une odyssée musicale souvent tim-burtonienne. Une envolée magique qui a conclu en beauté ce premier Vercors Music Festival. Comme chaque midi, nous retrouvons à présent l'édition des initiatives, petite compilation des bonnes idées qui fleurissent un peu partout en France. On se retrouve juste après. D'ordinaire, il lui faut une canne pour se repérer. Jacques est malvoyant. Jusqu'à présent, les balades en forêt étaient délicates. Donc là, si je pars là, je vais tout droit, comme ça. Information en braille et parcours sécurisé. C'est grâce à ce fil d'Ariane que notre visiteur s'oriente. Le parcours d'1,5 km est jalonné de bornes adaptées. Donc là, il y a un plan en relief. Je profite mieux, par exemple, des odeurs, des odeurs des arbres, des odeurs des plantes qu'il peut y avoir autour de moi. Chose que je ne pourrais pas faire parce que j'aurais en fait une concentration sur un chemin qui ne serait pas guidé. Repère tactile au sol également, histoire de retrouver son chemin. L'objectif étant de se promener en toute sécurité, sans craindre la chute. Quand elle se déplace dans un milieu qui n'est pas sécurisé, elle va toujours faire attention à tous les bruits et certains vont la perturber et après ils vont perdre le chemin. Et pour ceux qui veulent tout savoir sur la centaine d'arbres réunis dans cet écrin, on rencontre souvent les saules en bordure des cours d'eau. L'application gratuite se déclenche automatiquement. Ce parcours entièrement conçu par l'Office national des forêts est une première en Île-de-France. Il fallait y penser. C'est la forêt accessible à tout le monde et rassurante. On coupe complètement avec l'image de la forêt rêvée où c'est un peu dangereux, c'est l'aventure. Ici, on a l'impression d'être perdu et en même temps, on nous rappelle qu'on va pouvoir retrouver la voiture à la fin. Le concept fait des envieux puisque la mairie de Paris est intéressée. Plus qu'une balade, c'est une manière de retrouver la vue, l'espace de quelques heures. Ils sont près de 200 âgés de 7 à 15 ans à passer leurs vacances dans le Nord-Pas-de-Calais. Des enfants biélorusses venus de zones contaminées après la catastrophe de Tchernobyl vont passer l'été dans des familles d'accueil. De jeunes enfants que Marie-Louise et Antonio hébergent chez eux depuis une vingtaine d'années. Depuis 7 ans, chaque été, Anastasia passe 3 semaines ici à Olchin. Un long voyage pour cette jeune fille de 14 ans qui vit dans la petite ville de Slavgorod en Biélorussie. Quand elle arrive, elle pleure. Quand elle repart, elle pleure. Moi, j'ai 2 garçons et une fille, donc c'est comme une seconde fille. Qu'est-ce que vous essayez de lui apporter à Anastasia? L'amour, la joie de vivre. C'est une sorte de rite depuis la catastrophe nucléaire de Tchernobyl en 1986. 200 enfants sont accueillis par des familles du Nord
quelques jours pour reprendre des forces, manger des légumes. Ici, tout est prêt pour les 3 petites filles, même les robes qu'elles porteront lors d'un mariage. Aucune d'elles ne parle français. Pour toi? Mais tout le monde semble se comprendre parfaitement. Ils se téléphonent pratiquement tous les jours. Donc tous les jours, ils téléphonent aux parents puis tout, donc ils ont un contact. Puis quand il y a un petit souci, il y a quand même des traductrices et puis tout, russe, si vraiment il y a un problème assez grave. Sinon, on arrive à communiquer, quoi. Oui. En 20 ans, Marie-Louise et Antonio Razzo ont accueilli près de 40 enfants, une grande et belle famille. À Marseille, 90% des élèves ne sauraient pas nager à leur entrée en 6e. Un paradoxe pour ces enfants qui habitent en bord de mer. Pour y remédier, une association a décidé de leur offrir des cours de natation pendant ces vacances scolaires. Qu'est-ce que tu apprends? À sauter, à ne pas avoir peur. T'as encore un peu peur ou ça va mieux? Ça va mieux. Et l'étoile de mer sur le dos, sur le ventre. Et j'aime bien. Les cours affichent complet pour cet été. C'est la 3e année que le comité de natation de Provence propose ces cours gratuits. Dans le Puy-de-Dôme, le célèbre parc d'attractions Vulcania a accueilli son 5 millionième visiteur depuis sa création en 2002. Reçu par un invité de marque, Fred, l'un des présentateurs de l'ancienne émission de France 3 C'est pas sorcier, est venu y présenter les grandes lignes de son nouveau projet, une web TV à laquelle le parc d'attractions auvergnat pourrait bien contribuer. Pour bien commencer la journée à Vulcania, Fred a décidé de commencer fort, très fort, avec un petit tour par une des animations phares du site, La Terre en colère. Une petite séance de ciné participative et à sensation, et une conclusion qui s'impose. La volcanologie, c'est pas sorcier. Ce qu'on retrouve là dans l'animation avec Sabine, justement, c'est qu'il y a un côté ludique et il y a un côté où on participe. En plus, parce qu'on doit répondre à des questions, etc. Donc oui, c'est ça, c'est pouvoir embarquer les gens sur un sujet, de leur donner toutes les clés, et puis après, ils puissent juger eux-mêmes ou participer. Sabine, c'est la voix qui accompagne Fred à l'écran, et c'est avec elle qu'il va continuer l'aventure C'est pas sorcier sur le net. Et si tu veux que je passe la voir, pas de problème. Une aventure à laquelle Vulcania aimerait bien participer. On a ce même métier de la médiation, à rendre simple, accessible, des choses qui sont compliquées, de le faire de façon ludique. Nous, on le fait face au public, ils le faisaient à la télé, demain ça sera sur Internet, donc on a envie de voir si on peut éventuellement partager cette aventure avec eux. L'aventure, Fred et Pascal, son acolyte depuis 20 ans, y travaillent comme des fous depuis 2 ans. Le site est d'ailleurs presque fini. Alors Pascal, qu'est-ce que vous attendez de Vulcania? Vulcania, c'est aussi des experts, c'est un savoir-faire, c'est une connaissance des sciences de la Terre. Du côté des scientifiques, on aime la manière de vulgariser, mais c'est le côté hyper réactif de la Web TV qui plaît le plus. Ça permet de réagir très vite et de donner les informations aux gens quasiment en temps réel. Une éruption d'informations devrait donc être mise en ligne fin septembre lorsque l'esprit sorcier s'éveillera sur le web. Et c'est la fin de ce journal. L'actualité continue sur le site alpes.france3.fr. Tout de suite la météo puis l'édition nationale. Je vous retrouve ce soir à 19h. Passez une très belle après-midi.